Bonjour, bonjour et bienvenue dans la suite de cette série de vidéos sur les séries numériques. Qu'allons-nous trouver dans cette vidéo? Eh bien, nous allons parler enfin de séries pas forcément tout le temps positives. Et donc, nous allons voir les séries alternées dont le signe change à chaque fois. Et puis des exemples, des contre-exemples, des petits exercices. On va voir surtout un petit résultat assez particulier avec ces séries alternées qui permet de majorer le reste de la convergence. Et puis ensuite, on parlera du théorème d'Abel qui en est une généralisation. Ok? Donc voilà, sans prétention, mais c'est important. Ces théorèmes-là sont quand même hyper utiles quand on étudie les séries, donc c'est vraiment un truc à bien connaître. Ok, alors allons-y. Donc les notations que je vais utiliser, comme dans les vidéos qui précèdent, la somme partielle de ma série à n pour n allant de 0 à grand N, je l'appelle S indice grand N. Et puis par contre là je vais utiliser le reste de la série, c'est-à-dire que si cette série converge vers une limite qui s'appelle S, alors eh bien, je peux définir Rn comme étant égal à S moins Sn, autrement dit, c'est la somme pour n à partir de n, grand N plus 1 jusqu'à plus l'infini des An. Okay, donc Rn, c'est une suite qui tend vers 0, puisque Sn tend vers S. Et donc voilà, c'est ce qu'on appelle le reste de la série, et donc justement, je veux l'étudier là pour les séries alternées. Donc voilà. Ok. Alors, allons-y. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une série alternée? Eh bien, c'est simplement une série à coefficient réel, tel que le signe de chacun des termes de ma suite change à chaque fois. An plus 1, An est strictement négatif. Donc elle ne peut pas s'annuler, parce que sinon, vous voyez, si j'acceptais inférieur ou égal à 0, je pourrais avoir un nombre positif 0, un nombre positif 0, un nombre positif 0. Non, non, ce n'est pas une série alternée, ça. Donc vraiment, il faut que j'ai un terme strictement positif, un terme strictement négatif, un terme strictement positif, un terme strictement négatif, un terme... Bon, je ne vais peut-être pas continuer ça pendant 2 heures. Ok, donc voilà, donc c'est une série où les termes ne s'annulent pas et changent de signe à chaque fois. Ok? Ça s'appelle une série alternée. Donc une autre façon de l'écrire, c'est de dire que An c'est moins 1 puissance n fois Bn, où Bn est une série de signes constants, donc soit strictement positif, soit strictement négatif, mais qui ne s'annule pas. Ok? Donc voilà. Alors on va faire quelques exemples. Eh bien cette série-là, somme des moins 1 puissance n sur n carré plus 1, est donc une série alternée, puisque 1 sur n carré plus 1 est bien toujours positif, et donc il ne s'annule pas, donc voilà, ça change de signe à chaque fois. Alors cette série-là, par exemple, est-ce qu'elle converge? Normalement, vous pouvez répondre, puisque si je prends les valeurs absolues de ces termes, donc ça fait 1 sur n carré plus 1, c'est une série convergente. Donc cette série-là, elle est absolument convergente. D'accord? Le moins 1 puissance n ne va pas aider à la convergence du tout. On n'en a pas besoin. Ok? Inversement, je prends un exemple très simple, somme des moins 1 puissance n. Bon, ben voilà, c'est une série alternée. Les termes, c'est moins 1, 1, moins 1, 1, 1, moins 1. Enfin, si je commence à 0, c'est 1, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1. Ok, donc la somme de tous ces termes fait soit 1, soit 0. Donc évidemment, cette série-là diverge. Ok, voilà. Et puis alors maintenant, un troisième exemple, c'est la série des moins 1 puissance n sur n plus 1. Alors là, celle-là, si on prend les valeurs absolues, on obtient la série harmonique, somme des 1 sur n plus 1. On a déjà vu que cette série diverge. Ok, mais pourtant, comme nous allons le voir très bientôt, cette série-là converge. Et donc dans ce cas-là, on dira que la série est semi-convergente, c'est-à-dire convergente, mais pas absolument convergente. Donc ce moins 1 puissance n, vous voyez, ça aide à converger quand même. C'est un peu logique, vous voyez, les termes, on les ajoute tous, ça tend vers l'infini, mais si on ajoute un compte sur deux, on les enlève, on voit que ça peut se compenser, etc. Vous voyez, que la somme infinie qui tendait vers plus l'infini, elle peut tendre vers quelque chose de fini, quoi. Ok? Très bien. Alors, comment on étudie ces suites, ces séries alternées? Eh bien, nous allons, pour ça, faire appel à notre ami Gottfried, je l'ai mal dit, Gottfried Wilhelm Leibniz, d'accord, donc grand mathématicien, voilà, qui vivait sous Louis XIV, et enfin il vivait pas en France, donc voilà, en Allemagne, mais bon c'est pas grave. Et donc voilà ce qu'il nous a dit. Alors, il dit si je prends une série alternée, je suppose que la suite des valeurs absolues de An, autrement dit, voilà, j'enlève les moins 1 puissance n, je les prends en valeur absolue. Alors si cette suite-là, elle est décroissante et qu'elle tend vers 0, alors la somme des An converge. Alors dans la langue, non pas de Molière, mais de Leibniz, traduite en français contemporain, ça donne à peu près ça. Il a écrit une lettre où il explique « Si tu y prêtes attention, tu remarqueras aisément que lorsque les termes d'une série sont continuellement décroissants et alternativement positifs et négatifs, la valeur qu'elle exprime converge et est par conséquent finie. » Donc c'est ça qu'il veut dire, continuellement décroissant, dire voilà, c'est une suite, elle est tout le temps décroissante, et puis elle tend vers 0. Alors, somme des n converge. Ok? Donc bref. Alors,
attention, attention, merci Leibniz de nous prévenir, si la suite AN est croissante et tend vers 0, alors la suite des moins 1 puissance n à n converge. Ça, c'est un piège où je réussis à avoir mes étudiants presque à chaque fois. Parce que d'habitude, dans un théorème, si on dit tel théorème est vrai si f est décroissante et vérifie tel est le truc, bah, si f est croissante, le résultat est plus vrai. Et bien là, si. D'accord. Si on prend une suite moins 1 puissance n à n où an est croissante et tend vers 0, alors la série converge. Parce que si vous réfléchissez bien, si n est croissante et tend vers 0, bah, comment on peut croître vers 0 ? Bah, c'est qu'elle est négative. Donc la valeur absolue de an, en fait, c'est moins an. Et donc moins an est bien décroissante et tend vers 0. Vous voyez, donc on a bien cette hypothèse-là qui est vraie. Mais souvent, quand on regarde ça, on se dit « Ah, ben juste, il faut que n soit décroissante. » Bah non, si n est croissante et tend vers 0, ça marche aussi. C'est assez traître, hein. Donc c'est pour ça que j'insiste dessus. Ok. Donc voilà. Ok. Alors on va faire peut-être une petite preuve de ce résultat. Alors, je vais supposer que A0 est positif, parce que sinon, bah, je remplace ma série par moins ma série, et puis si elle converge, bah, du coup, celle-là converge aussi. Hein. D'accord. Donc, quitte à changer le signe de la série, ça ne change pas la convergence. Je vais supposer qu'on commence par un nombre positif. Et pour bien comprendre ce qui se passe, on va faire un petit dessin. Donc, j'ai fait une petite droite là, des réels positifs, et donc comme le premier terme est positif, S0, qui est égal à A0, il est quelque part sur cet axe des réels positifs. Ok, maintenant S1, c'est quoi? Donc c'est A0 plus A1. Ok, donc A1 est un nombre négatif, donc quand je vais ajouter A1, je vais me retrouver entre 0 et S0. Ok, voilà. Voilà, je prends la longueur A1, je fais donc A0 moins A1, puisque c'était moins 1 puissance n, donc moins A1. Et puis, je ne peux pas dépasser, je ne peux pas terminer dans le négatif, rappelez-vous, parce que la suite à n est décroissante, donc en valeur absolue, donc valeur absolue de 1 est plus petite que valeur absolue de A0. Okay, donc, A1, il ne peut pas dépasser 0, parce que sinon il serait plus grand. Hein. Donc, cette longueur-là est plus petite que la longueur initiale, donc on se retrouve là. Maintenant, on va ajouter A2, okay, donc on repart dans l'autre sens, et de nouveau, la flèche de la longueur de A2 est plus petite que la flèche de la longueur de A1. Donc, on va se retomber entre S1 et S0, on met S2. Ensuite, quand je vais retirer A3, je fais moins A3 pour aller à S3, boum, de nouveau, je me retrouve entre les deux. Puis ensuite, voilà, on continue comme ça, S4, S5, S6, S7, S8, S9 et tout. À chaque fois, le terme de la suite suivant tombe entre les deux précédents. Ok? Et donc là, on visualise bien, vous voyez pourquoi la suite Sn va converger. C'est pas qu'elle est croissante, c'est qu'un coup sur deux, elle se rapproche. Donc là, en fait, la méthode maintenant, on la voit à peu près. Je vais appeler UN la suite des termes impairs de Sn, donc UN égale S2n plus 1, et Vn égale S2n, la suite des termes pairs de la somme partielle. J'ai montré que UN et Vn, toutes les deux, convergent vers la même limite, et pour ça, je vais montrer qu'elles sont adjacentes. Alors un petit rappel pour ceux qui auraient oublié le terme adjacent. Deux suites sont adjacentes si, pour tout n, il y en a une qui est plus petite que l'autre, par exemple UN est plus petite que Vn, et donc la plus petite est croissante, la plus grande est décroissante, et l'écart entre les deux tend vers 0. D'accord? Donc voilà, deux suites qui vérifient ça, on dit qu'elles sont adjacentes, et dans ces cas-là, toutes les deux convergent vers la même limite. Okay, je vais le redémontrer, hein. Donc vous n'êtes pas censé savoir ça, enfin, vous êtes censé le savoir peut-être, mais ça, je vais démontrer tout ça, et je vais montrer que ça implique que UN et Vn tendent vers la même limite, autrement dit que S2n plus 1 et S2n convergent vers la même limite, et donc forcément que Sn converge. Ok, alors voilà, il faut démontrer tout ça. Alors allons-y. UN moins Vn, bah donc du coup c'est S2n plus 1 moins S2n, bah ça c'est la somme de tous les termes jusqu'à 2n plus 1 moins la somme de tous les termes jusqu'à 2n, bah c'est A2n plus 1. Ok, et puis alors comme j'ai pris A0 positif, A1 est négatif, A2 est positif, enfin, tous les termes pairs sont positifs, les termes impairs sont négatifs, donc ça c'est négatif. Donc j'ai bien UN qui est tout le temps plus petit que Vn, la première hypothèse. C'est bon. Ensuite, il faut que UN soit croissante. Alors regardons, UN plus 1 moins UN. Du coup, ça fait tous les termes jusqu'à 2n plus 3, moins tous les termes jusqu'à 2n plus 1. Autrement dit, il reste A2n plus 3 plus A2n plus 2. Or, A2n plus 2 est positif, A2n plus 3 est négatif, mais il est plus petit en valeur absolue que A2n plus 2. Donc c'est lui qui l'emporte. Donc la somme des deux est positive. Donc la suite UN est bien croissante. Alors pareil pour Vn, hein. Vn plus 1 moins Vn, bah, du coup c'est S2n plus 2 moins S2n, donc ça fait A2n plus 2 plus A2n plus 1. De nouveau, le terme qui l'emporte, c'est A2n plus 1, puisqu'elle est toujours décroissante en valeur absolue.
et lui il est négatif, donc ça c'est négatif. Donc Vn est décroissante. Okay, et puis maintenant, un moins Vn, on l'a vu, c'est A2n plus 1, donc la limite quand n tend vers plus l'infini de un moins Vn, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de A2n plus 1, qui est égale à 0, puisque, rappelez-vous, hein, deux hypothèses, c'est décroissant en valeur absolue, et que la limite de n égale 0. Donc on utilise bien toutes les hypothèses de notre théorème. Avec tout ça, on voit que les suites sont adjacentes. Et donc maintenant, pourquoi elles ont la même limite? Parce que maintenant, je peux écrire ceci. Pour tout entier n, donc j'ai un plus petit que Vn, mais Vn est décroissante. Donc Vn est tout le temps plus petite que V0. Un est croissante, donc un est toujours plus grande que U0. Mais du coup, qu'est-ce que je vois? Ma suite un, elle est croissante, mais elle est majorée par V0. Ma suite Vn est décroissante, elle est minorée par U0. Donc une suite croissante majorée, une suite décroissante minorée, convergent toutes les deux. Donc un et Vn sont deux suites qui convergent. Mais comme un moins Vn tend vers 0, elles convergent toutes les deux vers la même limite. Et voilà. Et du coup, S2n plus 1 et S2n convergent vers la même limite. Et donc la suite Sn converge. Et donc ça signifie exactement que la somme des An est une série convergente. Voilà, c'est pas très dur à démontrer, mais quand on y pense, l'astuce, il y a une petite astuce quand même, quoi. Ok, alors on va faire des petits exemples, hein, qu'on a bien mérité quand même. Donc voilà, je l'ai posé il n'y a pas tellement longtemps justement à mes étudiants. C'était une des questions qui arrivait dans un problème. Est-ce que cette série-là converge? D'accord. Et alors là, évidemment, l'énorme majorité elle y est allée comme un seul homme. Ça, c'est une série alternée. 1 moins exponentielle 1 sur n plus 1 est décroissante étant vers 0, donc la série converge. Oui, mais sauf que pas de bol, parce que celle-là, elle est croissante et étant vers 0. Oui, hein, exponentielle 1 sur n plus 1, c'est plus grand que 1. Ça, c'est une série négative. Ah, purée. Ouais, bref, c'est réflexe. Hein. Les mecs, oui, il faut montrer la convergence d'une série moins 1 puissance n à n. On écrit an décroissante envers 0 et tout va bien. Bah oui, mais non, il faut vérifier quand même. Souvent, ça marche en plus, mais là, non. Oui, j'ai peut-être un peu fait exprès, mais bon, bref. Ok, un autre exemple. Somme des moins 1 puissance n, sinus 1 sur racine de n. Alors, pareil, on peut dire la fonction sinus, elle est croissante au voisinage de 0, entre 0 et pi sur 2. Hein, donc, quand n est assez grand, hein, 1 sur racine de n, bon, c'est décroissant, ça tend vers 0. Donc, sinus de 1 sur racine de n, c'est décroissant, ça tend vers 0. Tout va bien. Par continuité de sinus, un sinus de 0 égale 0, tout ça. Pas de problème, le critère s'applique. Mais, on peut faire un faux raisonnement. Alors je vous explique, c'est important parce que je ne voudrais pas que vous fassiez cette erreur hein, quand vous le voyez. C'est très tentant de se dire, je sais que sinus x est équivalent à x quand x tend vers 0. Donc sinus de 1 sur racine de n, c'est équivalent à 1 sur racine de n. Donc cette série-là, ce un là, il est équivalent à moins 1 puissance n sur racine de n, ce qui est vrai. Hein. Ça, c'est bien équivalent à ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et cette série-là, elle converge. Ça, d'accord, ça c'est un cas très simple du critère des séries alternées, parce que 1 sur racine de n est décroissant, il tend vers 0. Donc la somme des moins 1 puissance n racine de n, ça converge. Ça, c'est le genre de truc qu'on le sait par cœur quand on connaît un peu les séries alternées. Oui. Donc on se dit, c'est équivalent à une série que je connais, celle-là elle converge, donc somme des un converge. Ok, voilà, alors ça c'est faux comme raisonnement. Rappelez-vous, on a vu dans les vidéos précédentes que si un est équivalent à Vn et que un était de signe constant à partir d'un certain rang, alors somme des un et somme des Vn étaient de même nature. Mais si le signe change tout le temps, ce résultat est faux. Donc pour ça, je vais vous donner tout de suite une suite qui est équivalente à ça, et dont la série diverge. Alors malheureusement, elle est un petit peu compliquée, puisque c'est la série de ce terme-là. Je n'ai pas trouvé plus simple. Si vous avez un exemple plus simple, je veux bien dans les commentaires, à la rigueur, ça m'intéresse, pour mes étudiants, parce que voilà, je ne vais pas refaire toute la vidéo juste pour ça, on va être honnête, hein, mais ça m'intéresse de le connaître. Donc voilà, alors cette série-là, moins 1 puissance n sur racine de n plus moins 1 puissance n racine de n. Alors le signe en bas, une racine, c'est tout le temps positif, hein, donc ça c'est bien une série alternée, il n'y a pas de problème. Si je mets le racine de n en facteur en bas, moins 1 puissance n sur racine de n, donc si je mets ça en facteur dans cette série, donc en haut il reste 1, ça tout va bien, et en bas donc je mets racine de n en facteur, donc je vais diviser tout ce qu'il y a dedans par n, ça fait racine de 1 plus moins 1 puissance n, racine de n divisé par n, ça fait moins 1 puissance n sur racine de n. Il est facile de voir que cette petite chose-là, quand n tend plus l'infini, ça se tend vers 0, donc ça se tend vers racine de 1, 1 sur racine de 1, ça tend vers 1. Ok, donc cette série-là est bien équivalente à celle-là. Celle-là converge toujours. Maintenant, il me reste à démontrer que cette série-là diverge. Un exemple assez intéressant, oui, à connaître. Hein. Alors, comment on démontre ça? Alors ça, c'est pas facile pour le coup. Là, vous pouvez essayer, si vous voulez. Vous risquez de galérer à démontrer que cette série-là diverge. Allez, je vais même vous donner une petite indication. Il faut faire un DL. Mettez sur pause si vous voulez. Si vous n'avez pas envie, c'est pas très grave. Il y a des exos, je veux vraiment que vous les fassiez, ceux-là, à la rigueur, c'est pas très grave. Mais ceux qui ont envie de chercher un petit peu, l'astuce, il faut faire un petit DL.
Ok, bon allez, je vous fais la solution. Alors on va prouver que ça diverge, donc ce truc-là, bon, bah, je vais regarder ma factorisation, je vais l'écrire comme ça, ok, la suite UN, là je l'ai écrit de cette forme-là, et puis je vais faire un DL de ce truc-là. Alors, comment ça marche? Donc vous connaissez 1 sur racine de 1 plus x, alors je ne sais pas si vous connaissez le DL, je vous ai réécrit la formule pour vous expliquer comment le trouver, parce qu'en même temps j'en profite pour faire des petits rappels. Si on a oublié, ça s'écrit 1 plus x puissance moins 1,5, déjà première chose. Ok. Ensuite, 1 plus x puissance alpha, en fait, pour s'en rappeler, c'est comme si c'était le binôme de Newton, sauf que c'est alpha l'exposant. C'est-à-dire ça commence par 1 plus alpha x plus alpha alpha moins 1 sur 2 x2 plus alpha alpha moins 1 alpha moins 2 sur 6 x3, etc. Vous voyez, hein, c'est comme ça que je me rappelle. C'est comme si c'était puissance 4, bah, ce serait le 1 plus 4x plus 4 fois 3, enfin ce serait 2 parmi, vous voyez, 2 parmi 4, bon bah voilà, là ça fait 4 fois 3 sur 2, bah là c'est pareil, c'est comme si c'était 2 parmi alpha, c'est alpha fois alpha moins 1 sur 2, vous voyez le terme d'après. Donc là avec alpha égale moins 1,5, donc ça fait 1 moins 1,5 de x, plus, bah du coup je vous ai fait le détail du calcul, alpha alpha moins 1, bah, moins 1,5 fois moins 1,5, moins 1, ça fait moins 3,5, fois moins 1,5 c'est plus 3 quarts, sur 2 c'est plus 3 huitièmes de x2. Ok, plus voilà, x2 epsilon de x ou epsilon de x tend vers 0 quand x tend vers 0. Ok, donc voilà comment trouver ce DL. Alors maintenant, si je regarde bien, je vais appliquer ça. Cette formule-là, là, c'est x sur racine de 1 plus x. Hein, d'accord? Si j'appelle x moins 1 puissance n sur racine de n. Donc en fait, le DL de cette chose-là, je vais remplacer par x fois tout ça. Autrement dit, un, bah, du coup, ça fait x. Ok, le voilà. Moins 1,5 de x2. Alors x2, bah, du coup, ça fait ça au carré, ça fait 1 sur n. Donc moins 1,5 fois 1 sur n, moins 1 sur 2n. Plus 3 huitièmes de x au cube. Alors du coup, x au cube, bah, ça fait moins 1 puissance n au cube, ça fait moins 1 puissance n. Racine de n au cube, ça fait n racine de n. Donc plus 3 huitièmes de moins 1 puissance n sur 8 n racine de n. Plus, bah, du coup, x au cube, epsilon de x. Alors voilà, x au cube, epsilon de x. Ok. Alors voilà un. On l'a écrit comme une somme de 1, 2, 3, 4 suites. Super. Maintenant, on va regarder. Alors celle-là, cette série-là converge. Tout va bien. Cette série-là diverge. C'est moins 1,5 fois la série harmonique. Okay, donc s'il y en a deux qui divergent, on ne peut rien faire. On va prier pour pas que ça arrive, hein, parce que sinon on ne pourrait pas conclure. Alors celle-là, par contre, elle est absolument convergente. Vous voyez bien, même si on met les valeurs absolues, hein, avec le critère de Riemann, comme c'est n puissance 3,5, en multipliant par n puissance 1,2, par exemple, je trouve que ça tend vers 0, donc cette série-là converge. Hein, okay, et alors celle-là, bah, c'est pas facile, on ne connaît pas du tout epsilon de ça, on ne sait même pas ce que ça vaut, quoi. On sait juste que ce truc-là, ça tend vers 0. Oui, bah, je vais quand même pouvoir en démontrer que cette suite Vn, là, qui est là, elle converge absolument. Pourquoi? Parce qu'en fait, au bout d'un moment, valeur absolue d'epsilon de machin, quand n est assez grand, c'est plus petit que 1, puisque ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc au bout d'un certain moment, valeur absolue de Vn, c'est plus petit que 1 sur n racine de n. Hein, valeur absolue de moins 1 puissance n, ça s'en va. Donc pour n assez grand, plus grand que n0, valeur absolue de Vn, ce sera plus petit que ça. Cette série de ça converge, donc série de valeur absolue de Vn converge. Donc Vn converge absolument. Donc finalement, cette série-là converge, cette série-là converge, cette série-là converge, celle du milieu diverge. Une somme de 3 séries convergentes et une divergente, ça diverge. Et voilà, pas facile, hein, cet exercice, mais instructif. Donc ça peut vous donner des idées des fois pour résoudre des exos, donc c'est pour ça que je l'ai fait en fait. Mais en tout cas, donc attention au piège. Hein. Je dis, ouais, le prof il me casse les pieds, j'ai mis UN équivalent à Vn, donc c'est de même nature, ça, et j'ai pas dit UN est positif, il me compte pas tous les points. Bah oui, parce que c'est juste faux, si UN n'est pas de signe constant, vous voyez. Donc si UN est positif, il faut le dire que vous avez pensé à le regarder, même si c'est évident, vous voyez. Enfin bref, allez, continuons. Alors, comme promis, je vous ai dit que pour les séries alternées, on a un contrôle de l'erreur, en fait, de la vitesse à laquelle ça converge, cette série, vers sa limite, ce qui est souvent appréciable, en fait, hein, pour savoir un peu... C'est bien beau de dire qu'on approxime une limite par une série, mais est-ce qu'on en est proche ou pas, à quelle vitesse on converge? Donc là, pour les séries alternées, c'est hyper bien. On peut le savoir. Donc je prends une série alternée, critère classique, valeur absolue de n décroissante, à n qui tend vers 0, tout ça. Et bien, à ce moment-là, le reste, donc je vous rappelle, hein, c'est la valeur absolue du reste, donc valeur absolue de la somme à partir de n plus 1 plus l'infini à n, et bien c'est plus petit que la valeur absolue de n plus 1. Okay, donc Rn tend vers 0, et puis à quelle vitesse tend vers 0? Ben, il tend vers 0 plus vite que n en fait. Hein. C'est ça la morale de l'histoire, oui, puisque le reste est plus petit que n plus 1. Alors c'est notamment hyper utile pour démontrer des convergences uniformes de séries de fonctions. D'accord? Quand c'est des séries de fonctions alternées, on utilise ça hyper souvent. Il suffit de majorer ça indépendamment de x et boum, on trouve que Rn est majoré indépendamment de x et donc on a la convergence uniforme, ce qui est très pratique pour la continuité, tout ça. Bon, j'insiste pas, j'en parlerai dans ma vidéo sur les séries de fonctions, mais en fait, j'en aurais besoin de ce théorème, je le sais déjà dans ma vidéo sur les séries de fonctions, donc c'est pour ça que j'en parle maintenant en fait. Hein.
Ok, alors on va le démontrer pour essayer de comprendre voilà, pourquoi c'est vrai cette histoire. En fait, c'est pas très compliqué, mais il faut quand même le voir, quoi. Alors, première chose à remarquer, c'est que je prends deux termes qui suivent n'importe où de ma série alternée. AN plus AN plus 1, c'est du même signe que AN. Pourquoi? Parce qu'en fait, on l'a déjà vu, AN plus 1, en valeur absolue, il est plus petit que AN. Donc si AN est positif, lui, le négatif, il est plus petit, donc ça reste positif. Si AN est négatif, ok, lui, il est positif, mais de toute façon, il ne va pas réussir à remonter à 0, puisqu'en valeur absolue, il est toujours plus petit que lui. Donc c'est bien du signe de AN. Mais du coup, si j'ajoute AN plus 2, bah AN plus 2, il est même du même signe que AN. Donc déjà, AN plus 1, c'est le même signe que AN, j'ajoute un nombre qui est du même signe que AN, bah, ça reste du signe de AN. Si j'ajoute AN plus 3, bah du coup, AN plus 2 plus AN plus 3, d'après la règle qui est là, c'est du signe d'AN plus 2, qui est du même signe que AN, donc j'obtiens finalement AN plus 1, signe de AN plus 2 plus AN plus 3, signe de AN, donc la somme des 4 premiers est du signe de AN. Et donc maintenant, vous comprenez le raisonnement, ainsi de suite, hein. Pour n'importe quel P, AN plus 1 plus AN plus 2, puis ainsi de suite jusqu'à plus AN plus P, c'est du signe de AN. Quand on part d'un terme, on ajoute des termes d'une série alternée, c'est du signe du premier, toujours. Ok? Donc ça, c'est pratique de voir ça. Parce que maintenant, si je fais tendre P vers plus l'infini, bah, j'obtiens une série qui converge, puisque le reste tend vers 0, mais il est toujours du signe du premier terme. Ok? Ce truc-là, hop. Donc même si je fais tendre P vers plus l'infini, bah, c'est une suite là, qui converge vers Rn, okay, et qui est tout le temps du même signe que n, donc du coup la limite est du même signe que n. Okay, donc là, il faut que je commence à n plus 1 pour Rn, donc c'est le même signe que à n plus 1. Donc ça déjà, première chose à bien marquer, lui et lui, ils sont le même signe. Donc soit ils sont tous les deux positifs, soit tous les deux négatifs. Okay, donc quitte à changer de signe, à changer la série par son opposé, ça ne gêne pas tellement, je vais supposer qu'n plus 1 est positif. Sinon, je prends moins la série, ça fait la même chose. Et donc, il faut que je démontre que Rn, du coup, est positif. Je vais montrer que Rn est plus petit que AN plus 1. Ok? Alors, c'est pas très dur, hein, parce que Rn, c'est quoi? C'est la somme de tous les termes à partir de n plus 1. Donc, c'est AN plus 1 plus la somme de tous les termes à partir de n plus 2 qui s'appelle Rn plus 1. Or, Rn plus 1, d'après ce qu'on vient de dire, il est du même signe que AN plus 2, que son premier terme, qui est négatif. Donc Rn plus 1, il est négatif. Vous voyez, si Rn est positif, Rn plus 1 est négatif. Et donc n plus 1 plus 1 non négatif, c'est plus petit que n plus 1. Donc voilà, c'est juste complètement bête, hein, mais donc Rn est plus petit que n plus 1. Et donc voilà la majoration que j'ai obtenue. Ouais, d'accord. Et voilà, ça fait la preuve. Ok, donc comme je vous le dis, hein, c'est pas essentiel tout de suite là, mais c'est un truc qui sert en fait plus tard dans les maths, donc c'est bien de l'avoir vu à un moment ou à un autre. Ok. Allez, maintenant qu'on on a vu ce qu'on voulait voir avec les séries alternées, on va généraliser un petit peu et on va voir le théorème d'Abel. Alors accrochez vos ceintures parce que là, c'est un petit peu plus chaud. Ok, donc si vous comprenez l'énoncé et les exemples, ça suffira. J'ai mis la preuve à la fin. C'est pour ceux qui en veulent toujours plus. La preuve, elle est un peu technique, elle n'est pas essentielle. Si vous voulez passer la grecque et tout, ouais, c'est bien, ça peut faire des développements, des machins. Mais sinon, pour le CAPES, c'est pas utile. Hein. Franchement, on va pas se mentir, quoi. Déjà, connaître le résultat, ce sera bien suffisant. Ok, alors, donc ça va vous rappeler, ceux qui ont déjà vu le théorème d'Abel sur les intégrales généralisées, ça va beaucoup vous rappeler quelque chose, puisque ça ressemble énormément. Hein. Alors, allons-y. Donc, on prend AN, une suite réelle décroissante qui tend vers 0. Donc, du coup, AN est tout le temps positive, hein, puisque si elle est décroissante, elle tend vers 0, elle est forcément positive. Soit BN, une suite réelle ou complexe, cette fois, pas forcément réelle. Alors là, pourquoi j'ai besoin de réel? Parce que je vais les comparer. Ouais, une suite complexe décroissante, ça n'a pas de sens. Hein. Je ne sais pas si vous avez réalisé ça. Il n'y a pas de relation d'ordre sur les complexes. Donc si je veux une suite décroissante, elle est forcément réelle. Mais Bn, je peux les prendre réels ou complexes, comme je veux. Et j'appelle Bn la somme partielle des n premiers termes de ma série Bn. Et je suppose que ça c'est borné. Ok, que cette suite-là est bornée. Donc voilà. Et bien à ce moment-là, la somme des an fois Bn converge. Donc pourquoi c'est une généralisation de ce qu'on a vu avant? Parce que si je prends Bn égale moins 1 puissance n, eh bien, on obtient exactement somme des moins 1 puissance n à n, où an est décroissante qui tend vers 0, ça converge d'après le critère des séries alternées, le critère de Leibniz. Et puis ça marche bien parce que la somme des moins 1 puissance n, c'est borné, hein, ça fait soit 0, soit 1. Okay, donc voilà, donc c'est un bon exemple, c'est un cas particulier en fait, ce qu'on a vu avant. Donc ça généralise. Okay. On va tout de suite voir un exemple qu'on ne sait pas trop gérer sans le théorème d'Abel. Puis en plus, c'est vraiment l'exemple ultra typique, vous voyez, donc c'est celui-là qu'il faut connaître, quoi. Donc, allons-y. Prenons donc la série somme des sinus nθ. Alors, ce serait le même raisonnement avec cosinus, hein, mais bon, j'ai fait sinus, pourquoi pas. Sur n puissance alpha, où alpha est donc un nombre strictement positif. Ça, c'est pour que 1 sur n puissance alpha soit décroissante et tende vers 0.
D'accord? Et je prends θ différent de 0 modulo 2pi, ça c'est parce qu'après, pour les calculs, sinon il y a des problèmes. Notez que si θ est égal à 0 ou à un multiple de 2pi, bah, tous les termes valent 0, donc cette série-là n'est pas hyper intéressante. Donc je ne cache pas un cas hyper intéressant. Hein. Prendre θ différent de 0 modulo 2pi, bah, j'enlève le cas trivial. Donc ça ne gêne pas. Ok, et donc voilà, on va regarder cette série-là. Alors, donc, bah, du coup, pour utiliser Abel, hein, vu que 1 sur n puissance alpha, bah, c'est décroissance tendant vers 0, il faut regarder les sommes partielles des sinus nθ et démontrer que ce truc-là, c'est borné. Okay, il faut démontrer que pour tout n, somme pour k allant de 0 à n de sinus kθ, c'est une suite bornée. Oi, 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 oi. Comment on peut faire ça? Eh bien, heureusement, il existe les nombres complexes. Alors, je sais que souvent les étudiants disent « Oh là là, bah oui, mais c'est hyper utile parfois, puisque sinus kθ, c'est la partie imaginaire de EI kθ. Et donc, cette somme-là, c'est la partie imaginaire de cette somme-là. Et cette somme-là, somme des EI kθ, bah, c'est somme des EIθ puissance k, c'est une série géométrique. Et donc là, j'ai une formule explicite pour calculer la somme pour k allant de 0 à n de EIθ puissance k. Je suis hyper content, formule qu'on a vue en première. Vous voyez, sinon je serais bien embêté. Donc souvent, je le dis, hein, quand il y a des sinus, des cosinus, les nombres complexes, ils aident vraiment beaucoup. Donc c'est dommage de s'en passer, quoi. Bon, bref, alors donc du coup, la formule, vous la connaissez, c'est 1, c'est EI puissance n plus 1 θ moins 1 sur EIθ moins 1. Okay, des fois, on dit 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q, mais c'est pareil, q puissance n plus 1 sur moins 1 sur q moins 1. Voilà, donc c'est ça. On va dire, bon, ok, mais alors, moi, j'ai pas encore complètement fini, parce que ça, c'est un nombre complexe, hein, moi, je veux la partie imaginaire, alors, ok. Allons-y tranquillement. Il y a une astuce de la mort quand on a des formules comme ça. Si vous ne la connaissez pas, eh bien, c'est le moment, je vais la rappeler. Je l'ai utilisé déjà dans mes vidéos sur les séries de Fourier. C'est de mettre EI la moitié en facteur. Hein. Quand on a EI alpha moins 1, astuce, on met EI alpha sur 2 en facteur. D'accord? Vous allez voir tout de suite pourquoi. Donc là, j'ai mis EI n plus 1 θ sur 2 en facteur en haut, et j'ai mis EI θ sur 2 en facteur en bas. Du coup, ici, ça faisait EI n plus 1 θ sur 2, mais divisé par, enfin moins θ sur 2, du coup, ça fait EI n θ sur 2 qui reste. Hein. D'accord? Et du coup, là, bah, il reste EI n plus 1 sur 2 θ. Et puis là, bah, divisé par EI n plus 1 sur 2 θ, ça fait exponentielle moins i n plus 1 sur 2 θ. Et puis là, ça fait exponentielle moins i θ sur 2. Vous voyez l'intérêt de faire ça, hein, vous avez ça, vous divisez par EI θ sur 2, vous obtenez EI θ sur 2 moins EI moins θ sur 2. Et du coup, là, oh, regardez ça, c'est des formules hyper connues, les formules de l'air. D'accord? Donc ça, je vous rappelle, cette petite chose-là en bas, c'est 2i fois sinus θ sur 2. Okay, et ça, en haut, c'est 2i fois sinus n plus 1 θ sur 2. Donc les 2i, je les enlève. Bim, ça fait sinus n plus 1 θ sur 2 sur sinus θ sur 2. Fois cette chose-là. Bah, du coup, maintenant, la partie imaginaire de ça, bah, c'est très facile. C'est sinus n θ sur 2. Et donc, finalement, ma somme, ici, en valeur absolue, c'est égal à la valeur absolue donc, de la partie imaginaire de ça. C'est sinus n θ sur 2 fois sinus n plus 1 θ sur 2 sur sinus θ sur 2. Oh là 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 là, pourquoi c'est borné, ça? Pour toutes les valeurs de n, bah c'est facile parce qu'en haut, plus petit que 1, bim, c'est plus petit que 1 sur sinus θ sur 2. Vous comprenez pourquoi j'aurais été bien embêté si θ c'était 0 modulo de pi, parce que ça aurait fait θ sur 2 égale 0 modulo pi, le sinus vaudrait 0, j'aurais été bien embêté. Vous voyez, mais là, c'est pas le cas, θ c'est un nombre fixé, donc ça c'est un nombre, voilà, qui est bien défini, bah, donc du coup, bah, voilà, ma somme partielle est bornée. Et donc, théorème d'Abel, bim, ça marche. Ok? Donc voilà. Pour ceux qui veulent préparer le CAPES et tout ça, allez, vous pouvez sauter, passer à la vidéo suivante si vous voulez. Pour les autres, ceux qui en veulent vraiment, on va faire la preuve, ça va être fun, du théorème d'Abel. Alors là, la preuve de ce théorème utilise un truc qu'on appelle la transformation d'Abel. Alors c'est une formule qui est jolie, c'est pour ça que je détaille un petit peu, parce qu'elle est sympathique. Et voilà, elle consiste à faire intervenir donc une nouvelle notation, ce qui est un peu ce qu'on appelle un peu la dérivée de la suite. C'est un gros mot affect. Hein. C'est-à-dire si je prends une suite un qui est réelle ou complexe, eh ben, on va définir une autre suite du définie par du au cran n, c'est un plus 1 moins un. Alors pourquoi je dis que ça fait penser à la dérivée? Parce qu'en fait ça fait un plus 1 moins un divisé par n plus 1 moins n. Vous voyez, ça fait 1. Ça ressemble, vu que une suite un finalement c'est une fonction de n dans R ou dans C. Donc f de x moins f de y sur x moins y, vous voyez, bref, ça fait un peu penser à la dérivée, mais c'est tout, ça va pas plus loin que ça. Hein. Bref, mais ça y ressemble un petit peu, vous voyez, si on prenait un égale n au carré, par exemple, un plus 1 au carré moins n au carré, eh ben, ça fait 2n plus 1. Alors, c'est pas tout à fait 2n la dérivée de n au carré, mais ça ressemble un petit peu, vous voyez, bref, ça c'est marrant, quoi. Bon alors, en tout cas, voilà comment on fait. Alors,
petite remarque qui est rigolote, c'est qu'en fait, c'est un peu le contraire de faire la somme. Parce que si je pose U0 égale 0 et grand UN égale la somme pour k allant de 0 à n-1 duk, vous voyez la somme partielle jusqu'à n-1 de uk, bah, si je fais d de cette suite grand U, donc ça fait U grand N plus 1, ça fait la somme jusqu'à N, moins UN, la somme jusqu'à N-1, hop, ça fait UN. Donc quelque part, vous voyez, ce DU, c'est un peu l'opération inverse de faire la série des UN. Vous voyez, c'est un peu comme si on faisait la primitive, ça. C'est pour ça que c'est rigolo. Enfin, je ne sais pas si ça vous fait marrer, mais moi je trouve ça rigolo. C'est-à-dire qu'en gros, une intégrale, c'est un peu comme la somme des termes de la série. Bah, vous voyez, donc ça, c'est un peu comme si on faisait l'intégrale de U, et ça, un peu comme on fait la dérivée. Et du coup, la dérivée de la primitive, ça fait U. Vous voyez, bref. Il y a une petite analogie comme ça qui n'est pas inintéressante, quoi. Alors, justement, l'analogie, on va la pousser parce qu'on a une formule, comme vous le savez, d'intégration par partie, hein, qui dit que si f est une fonction dérivable entre 0 et n, et que g est une fonction continue par morceau, dérivable aussi, je suis bête pour pouvoir faire ça, entre 0 et n, donc cette intégrale-là est égale à le produit des primitives à prendre entre n et 0, moins l'intégrale de f fois g' de t. Eh bien, regardez, on a une formule qui ressemble pas mal pour les suites. Donc, on appelle la transformation d'Abel. Alors là, voilà. Elle dit que si je fais la somme pour k allant de 0 à n-1 de d de uk, donc c'est un peu comme la dérivée, vous voyez, vk plus 1, donc g de t, et ben ça fait unvn, alors la primitive de d de uk, moralement c'est la suite un, hein, donc ça fait bien unvn moins u0 v0, moins la somme pour k allant de 0 à n-1 de uk d de vk. Alors, c'est pas tout à fait pareil, parce qu'on aimerait bien que la somme ce soit jusqu'à n, par exemple, ce serait peut-être un peu plus logique. Là, c'est jusqu'à n-1, et puis en plus, il y a le vk plus 1, là, qui est bizarre. Vous voyez, devrait être d de uk vk, et là, uk d de vk. Donc, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Il y a des petits trucs qui sont pas tout à fait pareils, mais n'empêche que la similitude est quand même assez frappante. Ok, donc ça peut aider. Bon, moi, honnêtement, j'arrive pas à retenir cette formule-là. Je ne vais pas vous mentir, la transformation d'Abel, je ne la connais pas, mais je sais la retrouver. Donc, en faisant, en fait, je fais le calcul qu'on va faire après pour le retrouver, en fait, hein. Telle quelle, je ne la connais pas du tout. Mais après, vous allez voir l'astuce, en fait, hein, je vous le dis directement, c'est on remplace duk par uk plus 1 moins vk, on change d'indice pour remettre, du coup, on coupe en deux séries, on change les séries d'indices pour pouvoir mettre uk en facteur, et du coup, on obtient du vk plus 1 moins vk. Hein. C'est ça l'idée, hein, d'accord? On a des suites uk plus 1, vk plus 1 et uk vk plus 1, on les coupe en deux, on change les termes pour que les termes de uk soient de même sens, on regroupe, et voilà. Bon, c'est comme ça qu'on la retrouve, quoi. Donc, on va le faire tout de suite. Allez. Donc voilà, j'ai mis la formule, on va le calculer. Hein. Donc, cette somme-là, c'est la somme donc, de uk plus 1 moins uk, vk plus 1. Okay, moi, j'écris pas ça d'ailleurs, hein, quand je veux retrouver la transformation d'Abel, je pars directement de ça. Hein. Je sais qu'il y a une relation entre cette série-là et la série des uk, vk plus 1 moins vk en fait. Hein. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir en fait. C'est un rapport entre cette série-là et la série des uk fois vk plus 1 moins vk. Après, il y a des petits termes qui déconnent, les u0, les v0, mais on les retrouve en faisant le calcul. Hein. Donc on écrit ça, on développe. Okay. Et là maintenant je vais mettre uk en facteur, bah, du coup là je vais changer les indices, ça part de k plus 1, je vais mettre k, donc là ça part, vous voyez, de k égale 0 en fait ça part de 1, c'est u1 v1 le premier, hein, etc. D'accord, donc bah, du coup ça fait somme pour k allant de 1 à n duk vk, je fais un petit changement d'indice, moins somme pour k allant de 0 à n-1 duk vk plus 1. Alors je voudrais bien regrouper tous les termes, donc là j'ai un terme en un en trop, puis il me manque un terme en 0. Alors je ne m'embête pas, hein, je rajoute le terme unvn, je le mets de côté, bim. J'enlève u0, v0, du coup je rajoute uv0 dans cette somme et j'obtiens la somme pour k allant de 0 à n-1 de uk vk, moins la somme pour k allant de 0 à n-1 de uk vk plus 1, bah, du coup ça fait la somme pour k allant de 0 à n-1 de uk vk moins vk plus 1. Hop, c'est exactement, si je mets un signe moins, du coup devant, j'obtiens vk plus 1 moins vk qui est exactement dvk. Voilà. Donc on obtient exactement la formule annoncée. Ouais, c'est tout bête en fait. Hein. C'est plus facile de faire la preuve que de se rappeler de la formule pour une fois, d'accord? Donc je vous l'ai montré parce qu'elle est rigolote, mais en fait, honnêtement, il faut savoir faire ce calcul-là. Hein, si on se rappelle, pour prouver Abel, si vous voulez le redémontrer, il faut faire la transformation d'Abel. La transformation d'Abel, c'est passer d'une somme comme ça à une somme comme ça, en fait. Hein. Ok? C'est D et tout ça, c'est juste pour le folklore, pour le fun, mais en fait, en vrai, on s'en bat les steaks. Hein. Ok. Moi, me dire, ok, bah, c'est super ça, mais tu n'as pas démontré le théorème. Oui, bah alors maintenant, c'est justement la preuve d'Abel, elle est un peu technique, elle est pénible, etc. Donc là, ça décompose. Vous voyez, la partie technique du calcul, bah, du coup, on l'a faite là. Et on va la réutiliser maintenant pour démontrer que la série des AN, BN converge avec nos hypothèses. Alors, allons-y. Donc, je prends somme pour k allant de 0 à n des AKBK. Je vais démontrer que cette suite-là converge vers quelque chose.
Ok. Alors, bon, moi j'ai pris A0, B0, plus somme pour K allant de 1 à N des AK, BK. Du coup, ça fait somme pour K allant de 0 à N moins 1 des AK plus 1, BK plus 1. Parce que là, vous allez me dire, bah, c'est pas, ok, c'est pas très dur. Donc, ensuite, bah, BK plus 1, je vais le remplacer. Je vais dire que c'est DBK. Hein, parce que pourquoi? Parce que par définition, BK, c'était ma somme partielle pour I allant de 0 à K de BI. Et donc, bah, du coup, BK plus 1, c'est le grand BK plus 1 moins grand BK, c'est-à-dire D de la suite grand B en K. Ok, donc ça, jusque-là, pas de problème. Mais alors, du coup, quand on écrit comme ça, regardez bien, ça fait A0, 0 plus bah, exactement cette formule-là, où alors UK, c'est grand BK, et VK plus 1, bah, du coup, c'est AK plus 1. Donc, j'utilise cette formule où V, c'est A, et puis U, c'est grand B. Ok, du coup, ça fait grand BN. Alors, hop, hop. Donc, plouf, plouf. Ah oui, alors le A0, B0 était déjà là. D'accord. Lui, je me dis, mais pourquoi je vois que lui, il est là? Ok. Il reste là. Et donc, cette somme-là, je la remplace là-haut. Donc, ça fait grand Bn à n, le voilà, moins grand B0 à 0. Mais en fait, B0, regardez, c'est juste somme pour 0 à 0. Bah, c'est petit B0, en fait. Donc, ça et ça s'élimine. D'accord. Et puis ensuite, bah, il somme pour K allant de 0 à n-1 des grands BK D2 à K. Hein. Donc, ça, j'ai juste remplacé la formule telle qu'elle était là-haut. Voilà, et donc finalement, ça fait grand Bn à n, moins cette somme-là. Alors j'ai remplacé D à K par ce qui va haut, hein, c'est-à-dire AK plus 1, moins AK. Bon, alors, ce truc-là, ça tend vers 0. Pourquoi? Parce que la suite Bn est bornée par hypothèse du théorème d'Abel, et la suite AN tend vers 0. Hein, d'accord? Elle est décroissante à tend vers 0, c'est les hypothèses, et Bn est bornée. Donc cette suite-là, une suite bornée fois une suite tend vers 0, ça tend vers 0. Donc ça, c'est pas pénible. Alors maintenant, il faut regarder cette série-là, est-ce qu'elle converge vers quelque chose? En fait, oui, parce qu'elle converge absolument. Alors, comment on démontre ce truc-là? En fait, c'est pas très dur, puisqu'il existe un M, une borne, hein, pour la suite Bn. Donc, il existe un grand M, tel que pour tout n, valeur absolue de Bn, ou module de Bn, si c'est complexe, est plus petit que M. Ça, c'est la condition. Hein. La suite grand Bn est bornée, vous vous rappelez? An tend vers 0 et grand Bn est borné. Ok, bah du coup, la somme de ces valeurs absolues de tous ces termes-là, là, bah, c'est la valeur absolue de ça fois la valeur absolue de ça. C'est plus petit que M fois la somme des valeurs absolues de AK moins AK plus 1, mais AK moins AK plus 1, c'est positif, puisque je vous rappelle que AK est positive et décroissante. D'accord? Donc, tous les termes de AK sont positifs, et puis AK plus 1, il est plus petit que AK, donc AK moins AK plus 1, c'est positif. Donc, valeur absolue de ça, ça fait ça. Mais du coup, regardez, ah, bah, c'est une somme télescopique, là. Hein, pour K égale 0, ça fait A0 moins A1, plus A1 moins A2, plus A2 moins A3, plus ainsi de suite. Tous les termes s'éliminent jusqu'au dernier, hein, plus AN moins 1 moins AN. Donc finalement, cette somme, ça fait M facteur de A0 moins AN. Ok, puis AN tend vers 0, donc cette suite-là étend vers M à 0. Donc elle est bornée, donc elle est majorée. Donc j'obtiens une série ici à terme positif qui est majorée. Donc cette série converge. Donc celle-là est bien absolument convergente, donc elle tend vers une limite. Donc celle-là tend vers une limite. Et ça prouve le théorème. Et voilà. Ok. Donc, bah voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine série qui est voilà, des petits compléments, des petites choses un petit peu pour ceux qui en veulent un petit peu plus. Allez, à ciao et puis à bientôt. J'oubliais de remercier mes camarades, les tipeurs. Donc merci infiniment à Mireille, Séraphin, Fabrice Winkel, Sébastien, il se reconnaîtra, Agnès, etc., hein, Oswen, Tom, enfin bref, voilà, que des gens qui sont très sympathiques et qui me financent et ça fait vraiment plaisir. Et donc merci à vous tous, c'est super sympa. Et puis à bientôt pour la vidéo suivante. Ciao, ciao.